Donc deuxième partie, voilà. Alors, je me suis dit, bon, comment je fais? Je vais pas. Alors j'ai fait un choix, je me suis dit, je vais commencer par, on va dire, l'éloge de la ficelle et du bricolage et des recettes. De toutes choses qui sont des espèces complètement accessibles. Vous voyez, par exemple, sur ce dessin, il y a un petit monstre qui tire la langue, parce que depuis quand l'humour serait interdit dans les transformations qu'on opère. Euh, un meuble de cuisine qui s'ouvre ici avec une ficelle, ici avec une ficelle plus contrepoids, une canne à pêche qui fait lampe, les déchets du chantier qui font contrepoids pour la tonnelle, le cordon qui fait la commande électrique pour l'éclairage, voilà, des choses où, si par exemple après vous travaillez, donc fait le choix de passer d'une extrémité à l'autre, du fin fond des étoiles aux gestes les plus humbles, qui consiste à dire ici comment j'ouvre cette fenêtre. Vous la voyez ici sur la photo à gauche, ouverte, avec les ficelles qui sont dessinées sur ce détail, avec les poulies de renvoi, avec, comme dans la marine, le long des mâts, quelque chose pour accrocher la ficelle. Euh, des choses qui sont, comment dire, tellement simples que chaque fois que vous pouvez transformer, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on fait, chaque fois qu'on peut éviter un ressort autocompensé, un vérin, je ne sais quoi, un rappel compliqué, un, par des dispositions extrêmement simples, euh, réparables entre autres, mais en plus plutôt plus rigolotes, on ne manque pas de le faire. Vous demandez au menuisier d'aller prendre les poignées de porte dans la Loire à côté d'un bois flotté qui fera très bien l'affaire. Vous remplacez les adhésifs PMR sur la vitre qui sentent pas bon par un bois vissé. Vous évitez après, la phase d'après, vous évitez de donner au menuisier. Ben, c'est important, si vous voulez, dans cette photo, vous ne le voyez pas. Mais ce qui est important, c'est que les yeux de la menuisière et du menuisier brillent. Ça, c'est très très important. Enfin, en tout cas pour nous, c'est très important. Donc ça veut dire que pour que les yeux du menuisier et de la menuisière, si c'est vraiment des menuisiers et des menuisières, brillent, il ne faut pas les engouffrer dans un catalogue avec 70 porte-manteaux avec 3 chevilles chacun. Vous leur faites fabriquer des porte-manteaux. Donc, le... Et puis, oui, la canne à pêche dont je vous parlais, là, avec le bout de papier qui va bien, la serrure qui n'a pas forcément besoin, pour peu que ça soit pas une porte extérieure, d'être une serrure métallique, le logo sur la porte, que vous, plutôt que d'acheter un truc, bah, vous le dessinez vous-même, vous le peignez au pochoir, vous le mettez sur un adhésif collant, les cailloux que vous ramassez en vous promenant qui peuvent bien devenir des poignées de porte, les manches à balai qui font d'excellentes charnières, le lavabo que vous faites faire à la potière du coin, les déchets du carreleur que vous donnez aux gamins qui travaillent avec une céramiste payée par l'éducation nationale pour mettre sous le point d'eau dans la classe, les bouts de bois dont personne ne veut que vous utilisez pour faire les noyaux d'escalier, la petite maquette que vous donnez au serrurier pour faire les porte-manteaux, parce que si vous lui donnez un plan de ça, il va vous dire que c'est pas possible de le faire, mais vous lui donnez une maquette, il dit oui, pas de problème, c'est très simple. Donc ça veut dire aussi, quelque part, votre réserve de dessins qui sont enfouis dans vos cartons et qui sortiront à la moindre occasion de programmes qui se présentent, la revendication de ne pas se faire abîmer et de revendiquer la possibilité de dessiner comme on l'entend, et que avec le plaisir qui va avec, et que toute
cet aspect-là qui est quelque chose qui est de l'ordre du plaisir de la main, qui est de l'ordre du plaisir de bricolage, d'application de recettes, de présence aux endroits où vous trouvez, parce que vous avez repéré qu'il y a des trucs qui traînent, qu'il y a des cailloux à ramasser, qu'il y a etc., etc., qui est une chose tellement simple qu'on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Donc ça veut dire qu'on a une liberté parce que finalement, le principal censeur que nous avons sur le dos, c'est nous-mêmes. Et passer par-dessus ce censeur, faut beaucoup de temps, quoi. Je vous aurais pas dit ce que je suis en train de vous dire il y a 40 ans. Voilà. Donc, je m'exclus pas de cette difficulté. Hein. C'est très compliqué de se donner la liberté, parce que si par exemple, si je vous décris des réactions, par exemple pour le potier, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, ça va coûter plus cher que le truc du catalogue, donc c'est même pas la peine d'essayer. Donc on a été habitué à faire la réponse aux questions avant d'avoir posé les questions. Donc, faut poser les questions. Et finalement, on est souvent surpris par les réponses. L'éducation nationale ne va jamais accepter de payer une céramiste pour que ça soit bien fait, pour que ça tienne. On suppose qu'elle va jamais l'accepter. Donc, on ne pose pas la question. Donc, elle répond jamais oui, puisqu'on ne lui pose pas la question. Donc, vous posez la question, et à votre grande surprise, on dit oui. Ce dessin-là, c'est un projet qui ne s'est pas fait malheureusement, mais pour des raisons qui ne sont pas liées à l'architecture. C'était un projet d'un transformateur électrique en zone inondable. Il n'y a aucune raison de pas proposer des choses sur des questions aussi banales que ça. Après les ficelles, je vais passer à la végétation. Donc la végétation, ça vous le verrez en plus grand un petit peu plus loin, ça c'est un immeuble à Clermont-Ferrand avec une façade végétale, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Ces dessins-là montrent différentes façons de végétaliser, sachant que la végétalisation est une priorité massive, avec autant que faire se peut, chaque fois qu'on peut, la pleine terre. Ça, c'est quand on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a de l'espace habitable dessous, mais chaque fois qu'on peut faire ça, ou ça, parce que là c'est en pleine terre naturellement, sinon ça ne monterait pas si haut, hein, il faut être en pleine terre, parce que la plantation est un accélérateur de circulation de l'eau, soit à la descente quand il pleut, soit à la montée quand il fait chaud, absolument formidable. Donc, des choses qui sont tellement simples. Le traitement de l'eau, ça c'est un projet pour une école. Le traitement de l'eau, il peut bien avoir lieu derrière tout de suite le lavabo. On commence à traiter l'eau tout de suite derrière le lavabo, ça fait un humidificateur, ça fait des plantes, ça fait etc. Toutes choses qui ont moult avantages. Et dans la cour, bien sûr, on commence à apprendre ce que les gens qui font de la culture appelle la culture étagée, avec les associations de plantes entre les plantes du haut, les plantes du bas et les plantes intermédiaires. Donc ça veut dire, vous voyez, là c'était un concours, la planche avant, c'était des planches de concours. Hein. Le concours n'a pas eu de succès, mais vous avez exploré un truc et vous le faites dans le projet qui suit. Donc ça, c'est un lavabo, BEAU, avec le maçon vous dit, ah dis donc, ça t'intéresse, j'ai une pierre derrière chez moi, je sais pas quoi en faire, parce que vous aviez dessiné une dalle inclinée, voilà, et vous rentrez dans ce jeu-là, ça c'est des dessins de chantier, et l'épuration de l'eau commence tout de suite, quoi. Il n'y a pas de raison de penser que ça soit forcément exclusivement à monsieur le maire de s'en occuper de la question du traitement d'eau. Donc ça veut dire que vous pouvez, voilà,
la tonnelle, c'est un outil formidable. Le bardage végétal, c'est un outil formidable pour rafraîchir, filtrer, accueillir. Comme vous voyez, il y en a déjà un qui se pointe là. Accueillir les papillons, etc. Permettre aux petites bestioles de se remettre. Parce que vous savez que si vous permettez aux petites bestioles, vous permettez aux oiseaux. Si vous permettez aux oiseaux, etc. Dans cette espèce de gigantesque moulin extraordinaire que nous devons remettre en forte activité. Donc, ici, au milieu d'une plaine à maïs, des plantations massives. Bon, ça c'est le jour de la livraison, ça c'est 20 ans, c'est 20 ans plus tard, avec cette chose qui est importante de comprendre, parce qu'on dit, mais c'est absurde de faire des nids d'oiseaux. Bah, ils savent faire tout seuls. Ah oui, on peut se dire ça. Sauf que, on les a mis dans un tel état de faiblesse qu'il faut leur redonner un petit coup de main là, en ce moment. Peut-être que dans 50 ans, si on fait ça, il n'y aura plus besoin. Mais en ce moment, il y a besoin. Donc ça veut dire qu'il faut leur créer des endroits où ils soient bien logés, si on peut dire, et qu'il y ait ce qu'il faut pour casse-croûter en bas. Donc, alors après, il y a aussi des choses d'imagination technique. Par exemple, ça, c'est des solutions pour végétaliser épais avec l'éternelle question de la crotère et comment on fait pour que le végétal arrive jusqu'au bord, retombe un peu. Alors vous voyez qu'ici, par exemple, l'étanchéité reste horizontale avec une circulation d'eau le long ici, et puis il y a des petits blocs dont le seul rôle est de tenir la terre. Voilà, des choses qui sont, comment dire, la reprise en main de la question de l'invention. On ne peut pas laisser ça seulement. Je ne dis pas que l'industrie n'a pas inventé, mais je dis qu'elle ne doit pas être la seule à inventer, et surtout, moi je ne me sens pas mercenaire de l'industrie. Je ne veux pas être mercenaire de l'industrie. Donc, là, vous voyez l'immeuble de bureau que je vous montrais. Vous voyez ici, par exemple, la coupe, comment ça fonctionne. Là, il y a une plaque de béton blanc, légèrement inclinée pour pas que les chiens des citadins aillent gratter la terre au pied des plantations. Et naturellement, c'est en pleine terre. C'est-à-dire que si la racine veut le descendre à 20 mètres, elle descend à 20 mètres. C'est plus mon problème, mais je leur laisse la possibilité. Et si vous faites ça, ça monte, dans nos climats, hein, je précise, certains végétaux, ça monte à peu près pratiquement d'un étage par an. Ça veut dire que là, cet établissement à 4 étages, en 4 ans, vous êtes au sommet. Donc, vous voyez, par exemple, d'autres techniques, bon, ça, je sais pas si ça se fera ou si ça se fera pas, d'autres techniques voilà, on fait le terrain, on fait une grosse taupinière, on coule par-dessus, on étanche, on recouvre de terre, on fait un moule en terre, quoi, c'est un moule en terre géant. Ça, c'est une usine, je sais pas si elle se fera ou elle se fera pas, parce que quand même, construire en tôle aujourd'hui, il faut quand même le faire, hein. Si j'ose dire, FER. Le faire. Donc ici, l'usine en question, plutôt que d'avoir un bardage métallique, elle est faite avec un bardage végétal. Donc vivant bien sûr, avec soit des dispositions comme ça qui sont, vous voyez, à partir de cette idée simple de dire on fait des gros pots de fleurs, on tend un truc entre les gros pots de fleurs qui deviennent un toit. Si les portées sont trop longues, on le suspend. Là, ça va être des unités de service. Et puis, ça va être les surfaces libres transformables. Toute profondeur ou pas toute profondeur, qui vont être comme s'ils ne sont pas toute profondeur, leur réserve d'eau en l'air, qui est bien sûr l'eau du toit, hein, évidemment. Donc, si vous voulez, des choses qui sont assez simples et qui permettent de faire que
la végétation soit vraiment dans un rapport étroit avec l'architecture, pas de mise à distance, ça n'a pas que des avantages, mais en tout cas, l'avantage que ça a, c'est amener la vie, avoir un support de vie, voilà, très très près, d'avoir de la fraîcheur, chose extrêmement importante aujourd'hui, très très près aussi, d'avoir quelque chose qui bouge quand on est à l'intérieur en premier plan. Ça c'est très très important aussi pour avoir un sentiment de profondeur, hein, voilà. Et si vous voulez, des choses qui sont dans cette proximité là, avec les systèmes d'arrosage qui vont bien et qui permettent de pallier à l'inconvénient des débords de toiture nécessaires pour la protection solaire et qui réarrosent, parce que vous imaginez bien que cette rampe, elle est, sauf là où il y a le passage, mais entre ici et ici, elle a des petits trous en dessous, de façon à faire une douche qui va d'ici à ici pour arroser sous l'avancée de toiture. Déconstruction des bords de toit sans acrotère, puisque l'acrotère est un organe fragile qui empêche en plus la végétation de faire ce qu'elle est en train de faire ici, de faire des sourcils, n'est-ce pas, de l'architecture. Et voilà. Donc vous voyez ici les sols clairs, évidemment, pas de goudron, des sols clairs, une bande plantée rafraîchissante en pied de façade, des parties grimpantes, les débords de protection, les plantations à ras. Alors ce projet-là, c'est un vieux projet, il a 10 ans, il est, voilà, ça va bien. Donc si vous voulez, le chapitre des plantations est évidemment aujourd'hui un élément extrêmement important de toute décision d'aménagement qu'on peut prendre. Et un des problèmes auxquels nous avons à répondre, c'est la déminéralisation maximum des villes qui sont trop minérales, sachant qu'il faut sans doute aussi faire de même en beaucoup d'endroits, c'est-à-dire rétrécir les routes, remarquer les virages un peu plus raides pour que les gens, et moi compris, aillent moins vite, enfin toutes sortes de choses qui sont exactement l'inverse que ce qu'on est en train de faire. Donc alors là c'est des planches de concours, hein, bon, ça marche pas, ça dépend, c'est compliqué. Là dans le sud, à Toulon, un projet d'aménagement d'une zone miraculeusement non construite, en déprise agricole, pleine de 140 hectares, entre les montagnes amont et les collines de bord de mer aval de l'autre côté, qui est vraisemblablement géologiquement un ancien lac comblé, plat comme une crêpe, n'est-ce pas, avec l'eau à proximité. Et l'eau étant à proximité, ben voilà, vous vous en servez pour rafraîchir le système. Donc, l'eau de pluie est évidemment jetée à cet endroit-là. Les toitures sont faites dans les parties où ces toitures légères, elles sont faites avec des plaques superposées ventilées, et dans les parties où c'est lourd, végétalisé, comme vous le voyez là au fond. Donc si vous voulez, ça vous donne ce genre de choses. Donc c'est une maison de la nature, hein, du point de vue programmatique, avec là c'est des futures salles d'exposition. Ça devrait s'inaugurer, s'il n'y avait pas eu le Covid, là, ça devrait s'inaugurer en ce moment. Donc vous voyez par exemple à gauche une association bizarre entre des espèces de colombages de béton de chanvre posés sur des grands portiques béton. La grande poutre horizontale que vous voyez là, c'est
compte tenu de la hauteur, c'est la reprise des efforts sismiques et du vent qui fait un espèce de rayonnage géant sur toute la longueur. Vous voyez ici la photo à l'envers, et dans la première partie, vous avez dû voir, il y avait une photo dans l'autre sens dans la première partie de mon intervention. Donc, alors vous voyez, quand on dit que l'eau est à fleur, c'est pas une plaisanterie, elle est vraiment là, avec les gens qui petit à petit vont coloniser les berges qui ont maintenant un an et demi d'âge. Donc, vous voyez ici le chantier là, avec les armatures des colombages que vous avez vus sur la photo précédente, la grande ramasse horizontale de reprise des efforts sismiques et des efforts du vent, avant la projection par l'intérieur parce qu'on est au-dessus du sol naturel, parce qu'on est en terrain inondable, avec là vous voyez, projection terminée et projection ici en train de se faire. Avec parfois des opportunités comme ça ou des intentions comme ça. Là sur ce même site, c'est un lieu pour fabriquer de l'ombre pour les gens parce que c'est un parc, une espèce de réserve naturelle ornitho-botanico-écologique, avec quelques équipements, des jardins familiaux, un endroit pour les taggeurs, voilà, et puis un endroit où on peut venir prendre l'ombre, etc. Et là, par exemple, c'est du chaume de Camargue qui est disposé sur la structure ici, puisque alors, c'est paradoxalement, si vous voulez, le chaume de Camargue, vous avez c'est finalement compliqué de le mettre en œuvre parce que des entreprises qui savent le faire, il n'y en a plus qu'à peine une dizaine en France. Elles sont d'ailleurs classées patrimoine national, hein, parce qu'on a cessé de leur demander de travailler, quoi. Donc elles ont disparu. Et il y a des tas de technologies comme ça qui ont disparu pour des raisons qu'on n'a plus fait appel à leur service. Ça veut dire, si vous voulez, pour nous, c'est aussi une chose extrêmement importante. Nous, on dit, un projet, c'est un édifice de savoir-faire. Et que si vous faites l'architecture de ces savoir-faire, et que vous dites, est-ce que les savoir-faire mis en œuvre à cet endroit-là, sont assez riches, non pas au sens du budget, mais au sens de la richesse humaine que ça signifie, des savoir-faire, etc. Et d'autre part, est-ce qu'ils ont à voir avec la région dans laquelle on fait ça comme ressource? Vous apercevez que ces questions-là, comme elles sont finalement jamais posées. Parce que la pensée industrielle a habitué tout un chacun, vous comme moi, à penser que n'importe quelle chose était disponible n'importe où. Il suffisait de passer la commande. Et puis un smirmorque, et puis un container traversait l'océan s'il fallait, pour livrer du granit chinois, pour faire une place à Saint-Étienne, etc., etc. Donc une espèce d'absurdité absolument incroyable, puisque la chose n'est pas, ne fait pas partie des critères d'évaluation. Alors on va avoir des critères thermiques à tour de bras, on va avoir des critères CO2, on va avoir des critères etc., etc. Mais, par exemple, la richesse des savoir-faire, ça compte pas. Et après, on va s'étonner que les savoir-faire se désubstantifient et que surtout, aucun gamin, du fait de cette non-richesse, va avoir envie de faire ce genre de job quand il est en âge de choisir. Donc, si vous voulez, ces paradoxes, on les croise partout, en se disant, mais pourquoi ces critères-là, ça ne compte pas? Si vous faites l'analyse de ce qui ne se compte pas, vous comprenez beaucoup de ce qui nous arrive. Et alors,
entendons-nous, hein, les bilans thermiques, je suis pour. Mais seulement les bilans thermiques, je suis contre. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important de rentrer dans cette richesse-là, parce que le fait de transformer un milieu, c'est des compétences qui sont mises en jeu, et si vous les mettez en jeu, vous les entretenez et vous les fabriquez. Donc, ça veut dire que l'architecture de ces savoirs-là, de ces savoir-faire, de ces savoir-penser, est aussi important que le projet lui-même, bien sûr. Les Japonais sont beaucoup plus forts là-dessus, hein, puisque vous savez qu'il y a des très vieux temples japonais qui sont neufs tous les 20 ou 30 ans, hein, qu'ils refont tous les 20 ou 30 ans, précisément parce qu'ils ont compris que le savoir-faire est bien plus important que la chose faite. Donc, tous les 30 ans ou les 20 ans, je ne sais plus exactement, ils le refont. Et c'est le moyen de transmission d'un savoir, de son entretien, de son développement, de son enrichissement au fil du temps. Là, au contraire, hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement l'opération inverse. On arrache des gens qui font l'intelligence de leur métier, c'est-à-dire que le bureau d'études et ceux qui fabriquent sont séparés. Hein, alors, il y a quelques corps d'État qui ont résisté à la chose. Hein. Les charpentiers ont mieux résisté. C'est une des raisons pour lesquelles nous on travaille pas mal avec du bois d'ailleurs. C'est pas seulement parce qu'ils stockent le CO2, hein, mais c'est aussi parce que ces personnes-là ont su résister à cette séparation, cet arrachement, auquel par exemple les maçons, petits maçons du coin n'ont pas su résister et en sont réduits aujourd'hui à poser des moellons. Donc, si vous voulez, ce drame, parce que c'est un drame, est, je pense, très, très, très important à réaliser pour se dire qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne perdure pas de cette manière-là. Donc, formidable poseur de chaume, patrimoine national, classé patrimoine national, n'est-ce pas? Voilà, c'est assez sidérant. Hein. Donc, on continue. Cours d'école en terre, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est possible. Ça, c'est important de se rendre compte que c'est possible. La terre, c'est sale. Vous vous rendez compte? La terre, c'est sale. Ces petits vont se salir. Parce que vous trouvez que le goudron, c'est propre. Regardez 2 minutes les maladies professionnelles des gens qui travaillent à l'arrière des goudronneuses. On dit plus goudronneuse aujourd'hui, on dit je sais plus quoi. Enfin, tout le monde comprend. Regardez. Je crois bien que le goudron, c'est cancérigène. Vous trouvez que c'est propre? Alors, mais ça discute ferme, hein. Ah, mais parfois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Hein. Par exemple, dans l'école qui est là, avant, celle-ci là, on avait dessiné une cour, il y avait des trucs d'herbe, il y avait etc. etc. Un jour, les services techniques ont décidé que non, c'est vraiment pas possible, trop d'entretien. La vie fait trop d'entretien, vous comprenez? Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Donc quand c'est mort, il n'y a pas d'entretien. Donc on est drôlement content, c'est mort. Donc voilà, on s'est retrouvé avec la cour goudronnée, une rigole béton au milieu qui fuit même pas. Les gens, ils en sont à faire des rigoles étanches. Je sais pas si vous imaginez un peu le truc. Ils n'ont pas compris qu'il faut alimenter les nappes en dessous, que non, ils font des rigoles étanches, ils mettent ça dans l'égout, enfin, c'est incroyable. Incroyable. Donc, ça veut dire ici, la cour est en terre, là, vous vous rendez compte, il y a des galets, ils sont même pas cimentés, ils vont les prendre, ils vont les jeter dans les vitres. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Mais non, ils le font pas. Hein. C'est-à-dire que les projections qu'on a de comportement génèrent ces comportements. Le manque de confiance qu'on donne à des gamins fait que ils ont envie de faire n'importe quoi. Donc, vous vous rendez compte, des gargouilles dans une cour d'école, ils vont se mouiller. Bah oui, ils vont se mouiller. Zut.
Ils vont se mouiller. Ben oui, l'eau ça mouille, oui, oui. Mais c'est très bien que ça mouille. Il faut apprendre. Vous ne donnez pas pour la première fois un couteau à quelqu'un à 20 ans. Vous lui apprenez à s'en servir. L'eau, c'est pareil. Vous lui apprenez des trucs. Ça mouille. Oui, ça mouille. Quand il aura eu froid une fois parce qu'il s'est mouillé à un mauvais moment, il va vite comprendre, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc si vous voulez, donc ça veut dire vous supprimez l'eau, vous supprimez la possibilité de gratter la terre, vous supprimez tout, vous lui offrez un univers absolument déprimant, et vous vous étonnez qu'il fasse le zouave et qu'il ne supporte pas d'aller à l'école. Cherchez l'erreur. Donc si vous voulez, ces choses qui sont tellement simples, mais on peut raconter des tas d'histoires. Hein. Si vous prenez, par exemple, ici, c'est à Mably, à côté de Rouen, la mairie, il y a une tuilerie à côté, donc nous on décrit des trucs où il y a des tuiles. Ici, bardage vertical, et puis en bas des briques, briques alvéolaires, machin, tout ça. Bah, je vous le donne en mille. Le résultat des courses, c'était que les briques alsaciennes et tuiles alsaciennes, j'ai rien contre elles, étaient moins chères que parce que l'entreprise est tellement stupide qu'ils ont fait un prix élevé parce qu'ils se disaient oh ils vont nous les prendre. Ben non. Alors monsieur le maire est intervenu. Voilà, mais il a fallu. C'est des discussions terribles. La terre dans la cour, c'est des discussions terribles. Les briques sur le mur, c'est des discussions terribles. Etc. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà, on peut faire tous ces trucs-là. Et ce qui est important, c'est que les gens soient contents de le faire. Si par exemple vous prenez ce truc-là, la consigne c'est très simple. 11 bouts de bois vont jusqu'au sommet, 11 bouts de bois viennent dans la bissectrice de ces 11, 22 bouts de bois viennent dans la bissectrice des bissectrices, etc. etc. Et quand vous arrivez en bas, vous vous arrêtez. Le charpentier, consigne simple, et voilà, il est ravi de faire ça. Ravi de faire ça. Ici, un autre truc, nous on avait des arbalétriers sous une surface courbe, nous on avait décrit bêtement des pannes et tout ça, le charpentier nous dit « Ah mais si tu veux, je peux te mettre des planches continues qui, etc., front coque, etc. » Formidable, allons-y, parce que on a la science diffuse, chacun d'entre nous. Donc toutes les bonnes idées, on les prend. La notion d'auteur est une notion idiote. L'auteur d'un projet ou l'autrice d'un projet, c'est tout le monde qui a contribué. Il faut que ce soit tout le monde qui a contribué. Non pas pour augmenter ses marges, c'est normal que les gens aient des marges, il faut vivre, mais le but c'est pas d'augmenter ses marges, c'est d'avoir juste ce qu'il faut pour vivre. Et puis après le reste, ben, c'est pour le plaisir, c'est pour la fierté, c'est pour voilà, d'être content d'amener ses gamins le dimanche sur le chantier, parce qu'on est content de ce qu'on a fait. Et c'est la vie, quoi. C'est la vie. Il y a des fêtes, de temps en temps, il n'y a pas besoin que le ministre nous dise qu'il faut faire des fêtes sur les chantiers, et on les fait. Le fait que le charpentier ici vous dise il faut qu'on transporte sur des trucs préfabriqués sur le camion parce que on veut travailler ça, on veut fabriquer ça au chaud, formidable, allons-y, 2,50 m de large, hop, ça passe sur le camion et c'est ça qui fait l'unité de chacune des éléments préfabriqués. J'ai un cloueur pneumatique tout neuf, allons-y. Voilà, c'est un jeu, non? C'est un jeu. Mais dire ça, c'est... Alors, je vais terminer par ce projet-là, qui est le dernier qui est encore dans le four, là. Je commence par ce dessin-là, qui est le monument, c'est le monument aux vivants. Donc ça veut dire plutôt que sur la place de l'éco-quartier en question, il y a un monument aux morts, comme dans tous les villages, malheureusement.
il y a un monument aux vivants, ça c'est très important, et on va, vous voyez, il va être quelque part là sur la place, ici, avec des logements, des éléments mutualisés dans dans chacun des endroits, buanderie, chambre d'amis, local commun, qui se baladent sur... Le plan main c'est comme ça, parce que la pente est comme ça, et parce que les, comment dire, pour se faufiler entre les arbres sans les couper, on n'en coupe qu'un finalement. Ben voilà, c'était une rare solution pour pouvoir le faire, sachant qu'on ne pouvait pas descendre trop sur le côté parce que là ça devenait ici vraiment pentu. Donc, si vous voulez, le travail là, c'est encore autre chose. Au départ, c'est les arbres, parce que les arbres, voilà, c'est dans le sud, hein, c'est vers Uzès. Il fait chaud, les arbres, ça pousse pas si facilement que ça pousse lentement en tout cas, des chênes verts, avec, à la base, on habite avec les oiseaux, on habite avec les insectes, équilibré, parce qu'évidemment, quand vous faites une mare pour réguler l'eau pluviale, la première chose qu'on vous demande, c'est de dire « Oh là là, mais les moustiques !» Dit « Mais pour les moustiques, il y a des poissons. » Ah ben c'est sûr que si l'eau est javélisée et tout ça, des poissons, il n'y en aura pas. Donc il y aura des moustiques. Donc ça veut dire, si vous voulez, que la question de l'équilibre, évidemment, du vivant est extrêmement important et doit être mise en place soigneusement. Ralentir la circulation de l'eau au sens où les arbres sont des grands pourvoyeurs d'infiltration quand il pleut beaucoup. Si vous plantez, un arbre sur un terrain dur, au fur et à mesure que ses racines vont s'enfoncer dans le sol, vous améliorerez la pénétration de l'eau dans le sol, sans avoir à le défoncer avec un défenseur de sol, si on peut dire. Voilà. Donc ralentir la circulation de l'eau, mais aussi un grand arbre, c'est 300 ou 400 litres, suivant sa taille, d'eau évaporée les jours de grand chaud. Donc c'est pas une plaisanterie de quelques litres, hein. Non, non, c'est 300 ou 400 litres, c'est énorme. Donc ça veut dire que lui, cet arbre-là, évidemment, il va chercher son eau extrêmement loin. Pas de muret, ou s'il y a des murets, il y aura des trous dans les pieds de muret, bien sûr. Parce que vous n'êtes pas seul sur Terre et qu'il y a des tas de petites bêtes partout, et que voilà, il faut les laisser passer, il faut les laisser circuler, il faut les laisser vivre. Et voilà, vous aurez minimum les yeux émerveillés des gamins, vous aurez minimum le plaisir de voir passer, etc. Des choses qu'on a vues d'ailleurs, vous savez, pendant le confinement, de façon assez réjouissante. Voilà le secret des bords de toiture sans accrottère. Hein. Donc si je vous une étanchéité racine, étanchéité en terracine, une couche drainante, un drain agricole ici, un feutre jardin là, qui vient jusque là, de la serpillière en vente dans n'importe quelle coopérative agricole, maille 1 cm à peu près. Vous la posez, vous la faites tomber sur la façade, vous posez ce bourrelet de terre, vous prenez ce que vous aviez laissé pendre, vous le rabattez jusqu'ici, et vous le coincez en mettant la couche de terre courante dessus. La serpillière pourrit, 3 ans, 4 ans, ça dépend, mais la végétation prend le relais, le temps du pourrissement du végétal de la serpillière. Donc, oui, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est rose, par exemple, c'est les surfaces communes. Donc, avec, ici, c'est une chambre d'étage, ici, c'est un mini-gîte, là, c'est une chambre d'amis commun à tout le monde, là. Là, c'est une buanderie et une autre buanderie, plus le local commun. Il y a 20% des surfaces qui sont, à peu près 20% des surfaces qui sont des surfaces mutualisées. Là, c'est le travail avec chaque... parce que le fait de faire pour 10, 11, 12 personnes
n'implique pas que, évidemment, on va faire la même chose pour chacun. Donc on travaille avec chacun. Donc là, vous avez les versions successives d'organisation de chacun des logis pour les 11 personnes. Donc ça c'est le local commun, où on reprend les vieilles thématiques héritées de l'histoire, hein, le rapport du cercle et du carré, les grandes figures, tout ça, qui vont faire en quelque sorte faire signe, hein, pour tout le monde, avec les services qui vont bien attachés à ça. Donc ça vous donne, voilà, vous voyez, la récupération de l'eau, bah, c'est des tonneaux rachetés aux vignerons quand ils ont libéré tous leurs tanins pour faire du cognac. Puisque la couleur du cognac, c'est le tanin du tonneau. Les goulottes en bois pour économiser le zinc, parce que le zinc est un métal en voie d'extinction, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut s'en occuper un peu, on fait ce qu'on peut, hein. Il y en aura peut-être 2-3 petits morceaux, mais seulement 2-3 petits morceaux, pas toutes les descentes en zinc. Les terrasses on est sur un terrain pente 10% à peu près, hein. Donc voilà. Et puis vous prenez après chaque élément et puis vous faites ce que vous pouvez sur chaque élément. Là par exemple, habituellement on installe l'électricité de cette façon-là, hein, n'est-ce pas? Enfin c'est un schéma, hein. Le tableau électrique, l'alimentation de la lampe, l'interrupteur à l'endroit où ça va bien. Alors nous dans ce projet-là, mais vous voyez par exemple cette idée-là, pour nous elle a 30 ans d'âge. C'est-à-dire ça fait 30 ans qu'on propose dans nos projets de faire ainsi. Et bah, c'est le premier projet, on arrive à le faire. C'est-à-dire il faut être un peu têtu, quoi, jusqu'à trouver les personnes qui se disent ouais finalement c'est pas si bête, et disent allons-y, on le fait. Les premières fois on a proposé ça, on nous a dit mais c'est pas sérieux, mais si c'est sérieux. Ça veut dire que sur la ligne, à l'endroit le plus proche du point de commande, on met un interrupteur à tirette, et puis au lieu d'avoir du cuivre ici, c'est un cordon en fibre végétale quelconque, et ici au bout il y a un pompon pour crocheter, tricoter, pomponner par chacun, et que même on va faire un petit système pour éviter la poulie. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un truc avec un renvoi par poulie, on va faire un renvoi par simplement mouvement, comme vous le voyez ici, là, ce petit morceau là, c'est la boucle, et voilà, position éteinte, j'ai perdu voilà, position éteinte ici, quand vous tirez, ça fait ce mouvement là, centré sur ce cercle, et ça tire sur la ficelle de cette longueur là. Donc voilà, évier à 2 trous. Alors l'évier à 2 trous, c'est aussi un truc qu'on propose depuis très longtemps, et que là pour la première fois on est arrivé à faire. On va le faire. Donc l'évier à 2 trous, bah, c'est un évier à 2 trous, c'est-à-dire qu'il y a un trou où vous mettez l'eau savonneuse, l'eau, etc., etc. Et puis le deuxième trou où vous mettez l'eau qui est juste, avec laquelle vous avez rincé votre salade, où il y a juste un peu de terre, où il y a, etc. Elle est finalement pas sale, cette eau-là, pour peu que vous ayez en plus des légumes bio. Et avec ça, naturellement, dans un site méditerranéen, on arrose les éléments végétaux de climatisation extérieure. Donc le modèle de l'évier à 2 trous, c'est voilà, finalement on a abandonné celui-ci où il y avait un truc un peu compliqué à fabriquer. Là on a associé le deuxième trou avec l'égouttoir, au sens de dire l'égouttoir, l'eau de l'égouttoir est de l'eau propre. Donc, parce que vous avez lavé votre vaisselle et vous la mettez à égoutter ici, donc c'est de l'eau propre. Donc, si on lave la salade, on la lave dans une cuvette, et hop, on verse dans l'égouttoir, et ça fiche le camp vers la végétation. Les lavabos, BEAU,
en train de travailler pour trouver le potier ou la potière qui va bien et qui va nous faire les lavabos. Des tentatives pour faire des salles de bain à un seul robinet, parce qu'il n'y a pas de raison il y a trop de robinets dans ce que nous construisons. C'est de la folie, quoi. Donc, alors, on n'est pas encore complètement satisfait parce que c'est pas évident de perdre à chaque fois quand on veut de l'eau chaude, toute l'eau qui est dans le flexible. Euh, voilà, les supports serviettes, il n'y a pas besoin que ça soit du métal chromé, hein, ça peut être une branche épluchée avec un petit peu d'huile pour que la surface soit nettoyable. Et puis voilà, un caillou pour pouvoir se couper les ongles assis dans sa douche. Voilà, des choses tellement banales. Et les garde-corps, ça sera des filets de pêche. Enfin, on est en train de travailler pour essayer de récupérer des filets de pêche à je ne sais où, à Sète ou enfin, dans un port méditerranéen pas trop loin, plutôt que de les mettre, les jeter pour faire les garde-corps. Et puis si on n'y arrive pas, on tricotera des ficelles, des cordons pour les faire. Les sonnettes, ou qui n'ont pas forcément besoin de circuit électronique et un son à vous faire tomber les dents des gencives, et que finalement, voilà, le ressort, bah, c'est le contrepoids d'un galet, voilà, ou peut-être, et puis ici, ça sera suivant ce que chacun, parce qu'on a des tas de greniers où il y a des tas de choses qui prennent la poussière, on va aller visiter les greniers, trouver des bouts de ferraille qui sonnent, trouver une phonolite, trouver une clochette, etc. Dans des ateliers où c'est faites-le vous-même, ça s'appelle faisons-le nous-mêmes. Donc ça, c'est les fiches de préparation des ateliers en question pour faire des luminaires, pour faire, voilà. Et avec, par exemple, le dernier essai de luminaire, nous on prépare un peu le truc, qui est un luminaire en papier collé, un ciseau et de la colle, et voilà. Là, c'est un autre là, qui est en chantier. Là, c'est là où je suis assis. Donc, voilà, pour vous dire que, ouais, le problème, c'est pas d'oser regarder, mais d'accepter de voir. Je vous remercie de votre attention. Merci Yves. Tu nous as presque pris au dépourvu là. On te suivait encore dans ta balade et dans tes inventions toutes les plus ludiques et belles les unes des autres. Donc on va pas faire un tour exhaustif forcément de toutes les questions qui ont été posées ou toutes les remarques parce que là vous avez compris qu'on a laissé la part belle à tes évocations et à ta présentation, Yves, et c'était bien là le propos de cette bulle. Par contre, on ne résiste pas à l'envie de vous faire part des différentes propositions avec et sans qui nous ont été suggérées, et puis quelques remarques et réflexions qui ont égrené cette présentation. Alors sur les quelques remarques pour finir sur les avec et sans, on te livre rapidement quelques éléments. Yves, ne faudrait-il pas intégrer des écologues ou d'autres experts du vivant dans les équipes des législateurs actuels pour élargir l'écriture des normes et les textes réglementaires? On nous propose aussi des discussions avec les contrôleurs techniques pour créer avec eux ce que tu nous as montré et partagé. On nous propose aussi de développer une culture des écomatériaux et de l'économie circulaire dans les collectivités et auprès des juristes qui sont en charge de l'écriture des marchés. Et beaucoup de réactions qui traduisent les belles inspirations que tu as partagées et qui donnent des idées aussi voilà, à nous toutes et tous pour la suite des projets. Alors pour les écologues, il se trouve que si vous voulez un des premiers projets qu'on a fait dans la région, c'est l'écopole de la Plaine du Forêt, qui ont été à la base de notre initiation aux questions d'écologie pratique, vivante, version sciences naturelles, hein, compréhension du vivant et tout ça. Et que par exemple pour le dernier, à Toulon,
on travaille avec un atelier de paysagistes qui s'appelle Cépage et qui sont eux-mêmes écologues. Donc ça veut dire qu'il y a, et puis il y a aussi naturellement, moi je me suis formé, j'ai travaillé quelques temps dans une école qui enseignait la biodynamie, parce que je me suis dit on ne pouvait pas faire de projet sans avoir un minimum de connaissances botanico-agricoles. Donc j'ai travaillé 3-4 ans dans une école de formation de la biodynamie pour essayer de comprendre d'autres agricultures. Voilà, donc tout ça, ça fait un espèce de bagage qui est reversé à chaque fois. Il y a certains projets aussi où on travaille avec un sourcier, parce que évidemment tout ce qui est par exemple la mairie de Mably, on a travaillé avec un sourcier parce qu'on savait qu'on était sur un ancien site d'un étang qui avait été comblé à une époque, donc c'était très important de savoir ce qui se passait dessous et d'avoir la géographie de circulation d'eau sous le projet, parce que travailler sans savoir ce dans quoi on met les pieds, c'est parfois un peu risqué, quoi. Donc ça, c'est pour les écologues. Après, pour les bureaux de contrôle, bon, bah, a priori, quand on est en bâtiment public, nos projets sont conformes aux desiderata des bureaux de contrôle, sachant qu'il y a des choses qui passent parce qu'on les a fait passer une fois et qu'on peut montrer. Donc, par exemple, parce que à chaque fois, on nous demande la question de la construction sans accroterre, en nous disant mais on peut pas construire sans accroterre. On dit nous on en a fait des kilomètres, venez voir, voilà. Et donc ça passe de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement. Et puis aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence est partout, la bêtise aussi. Donc ça veut dire que, si vous voulez, il y a dans tous les bureaux de contrôle, il y a des personnes intelligentes, et il y a qui ont envie de faire avancer les choses, et il y a des personnes stupides, quoi, qui appliquent les trucs de façon un peu comment dire, limitée, et que si on s'adresse, c'est comme l'éducation nationale pour financer la mosaïste, si on s'adresse aux gens qui ont envie de contribuer à faire avancer le projet, et qu'on leur pose froidement la question comme ça, on les trouve. Donc si on ne demande pas, on ne les trouve pas. Mais si on les demande, on les trouve. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a aussi tout un pool de gens qui petit à petit apprennent ensemble à faire des dispositions. Si par exemple je regarde, on a fait dernièrement une salle des fêtes dans un petit village des Cévennes, le même village dont je vous ai montré l'école avec la cour en terre. On a fait des murs terre-paille, et la notion terre-paille au sens de beaucoup de paille, très peu de terre, n'est pas dans les cahiers des règles professionnelles de construction paille, mais le bureau de contrôle a accepté, c'est lui-même d'ailleurs qui nous a suggéré, de s'appuyer sur ça, sur l'élément du cahier des règles professionnelles le plus proche de la disposition qu'on utilisait. Donc ça veut dire, si vous voulez, que si on pose la question, on la trouve, et alors pas toujours, hein, je vais pas enjoliver le tableau, hein, parfois on se prend des refus, hein, mais en tout cas il faut pas renoncer à poser la question en se disant ça va être refusé. C'est-à-dire que le fait d'essayer, et même si ça échoue, le fait d'essayer est un coin dans le... Parce que la deuxième fois, si quelqu'un d'autre demande la même chose, ça passera peut-être pas encore. Mais la troisième fois, si quelqu'un d'autre encore demande la même chose, ça passera peut-être pas encore. Mais si la quatrième, mais la septième fois, peut-être ça passera. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a tout ce processus de maturation collective, d'interrogation collective, d'abandon de nos capacités d'autocensure qui sont énormes, et en disant, bah voilà, on demande, on essaye,
ça passe pas, on revient par l'autre côté, on recommence, etc. Dans cette espèce d'insistance permanente, parce que, entre-temps, les gens qui sont à l'œuvre, qui contribuent à ce qui est en train de se faire, ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire ils entendent que, dans leur vie de tous les jours, ils rencontrent quelqu'un qui, dans leur vie de tous les jours, ils lisent un article de journal qui, etc. Et que petit à petit, dans leur, comment dire, le paysage cérébral qu'ils ont en eux-mêmes se modifie. Et même quand ça marche pas, le questionnement participe de la modification collective du paysage cérébral. On a Bon. quelques propositions et questionnements et collectifs avec et sans qui ont été proposés au fil de ta présentation, Yves. Donc on a par exemple avec sincérité et sans prétention. Avec poésie et sans raison. Avec inventivité sans mépris. Sans acrotère et avec sourcil. Avec c'est dire et sans médire. Avec architecture et sans maudire. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Sans CENT. Hein. Oui. Avec passion sans calcul. En se parlant et sans acrotère, du verbe taire. Avec bienveillance et sans compromis. Avec envie et partage. Avec un monument au vivant et sans s'en faire. Avec ses dires et sans médire, avec un smiley. Avec un regard d'enfant pour qui tout est encore possible, mais est-ce encore toujours le cas d'ailleurs, et sans peur. Avec un grand chêne et sans parapluie ni parasol. Avec plaisir et sans gêne. Et merci à toutes et à tous pour vos beaux jeux de mots qu'on a pris beaucoup de plaisir à répertorier au fil de la bulle. Voilà, merci Yves pour ton implication pour faire de ces bulles un moment de grâce et de partage avec cette balade, avec un plébiscite d'ailleurs pour ton invention de Lévy à deux trous. Voilà, donc on souhaitait t'en faire part. De même que tous les merci qu'on reçoit là, les remerciements qu'on reçoit dans la partie commentaires. Comment interpeller et faire sens par le récit, le sensible, le beau, pour enclencher l'adhésion et l'envie autour d'un projet durable. Ce qui nous rappelle que les détours, les choses de peu, de rien, les émotions, l'art, la poésie, bref, l'impalpable sont des déclencheurs aussi. Et alors, un petit clin d'œil à nos alternatives 2019, sous le dardant soleil de Montagneux. D'ailleurs, il y a certains participants des alternatives qui sont parmi nous aujourd'hui. Voici une remarque que tu nous avais faite en amont de cette journée et que nous trouvons très à propos aujourd'hui encore. Pourquoi ne voyons-nous pas plus souvent circuler des pensées, des infos, des bilans sur deux énergies renouvelables vraiment importantes? Celle des humains, plus elle est sollicitée positivement, plus elle abonde. Celle de l'expression d'une poétique, qui donne âme à l'inerte. Ces deux énergies se nourrissent réciproquement pour faire le sel de la vie, les discussions du soir, les consentements du petit matin frais. Un projet est plus impactant par tous les échanges qu'il provoque, par la circulation d'idées qu'il dynamise, par les savoirs qu'il rend vivants, par les connivences qu'il tisse, par les émotions qu'il diffuse, par les histoires qu'il actualise, par les gestes qu'il permet de partager, que par son résultat construit, qui d'ailleurs devra bouger. L'architecture est aussi très largement ce réseau complexe de flux invisibles qui forment les racines et les cheveux du projet et assure sa verticalité. Voilà, je cite là l'un de nos échanges, je pourrais en lire bien d'autres, tant ta pensée généreuse, invitante et féconde donne une vitalité joyeuse et érudite à nos réflexions, à la Scope Les Deux Rives, et nous conforte dans notre démarche qui clame haut et fort, le faire ensemble et autrement, avec toujours cette pépite de malice et de ce pas de côté pour faire du projet durable un projet humain souriant et aimable. Alors, je peux ajouter juste deux mots que j'ai oublié de parler du fait que sont accessibles à peu près 17 fichiers qui pourront être accessibles par votre site. Oui. Et qui redisent de façon un peu plus développée certaines des choses dont j'ai parlé. Ouais.
Merci Yves, et on se donne un rendez-vous collectivement pour poursuivre ce voyage oxygénant avec la suite de notre programmation dès la semaine prochaine, jeudi 4 juin avec Didier Larue, avec un tour d'horizon sur l'intégration paysagère des enjeux climatiques et la gestion des eaux pluviales, une ressource précieuse à préserver qui, en association avec le végétal, contribue au confort d'été des villes. Le 11 juin avec Laurent Boiteux, avec qui nous réenchanterons nos quotidiens professionnels, avec le mot d'ordre lancé par Laurent, chacun avec soi et tous pour nous, et qui sera une belle continuité de ta bulle, Yves. La semaine du 22 juin sur le confort d'été avec Karine Lapré, et on travaille toujours à la surprise pour la bulle d'avant-vacances qu'on vous prépare. Tous les liens d'inscription sont actifs pour ces bulles sur le blog Faire Ensemble et Autrement. Et on vous fera suivre d'ici le début de semaine prochaine les liens vers les enregistrements de cette bulle et vers le fil de la bulle qu'on va reconstituer en partie, ainsi que les 17 illustrations, poèmes et pensées que Yves Perret souhaite vous partager et dont il parlait juste avant. À vous, ses voisins de bulle, pour vous inviter à continuer ce voisinage et prolonger ces temps de partage. Merci encore pour votre participation à toutes et à tous, et merci encore Yves d'avoir réenchanté nos imaginaires, nos modes de concevoir avec le vivant et avec l'humour aussi. Belle semaine ensoleillée et pleine de bulles à toutes et à tous, et à très vite. Merci beaucoup.